Salut à tous, et c'est parti pour la ronde 9 du championnat du monde 2024 qui oppose Gukesh Domaraju à Ding Liren, donc c'est l'Indien contre le Chinois. Ici, on s'était arrêté, vu la dernière fois à la ronde 8, où Ding avait les blancs, il a joué anglaise et Gukesh est rentré dans une ligne extrêmement critique, extrêmement moderne, où on a eu des positions qui n'ont jamais été vues avant, et Ding avait un renouveau de créativité. Donc est-ce que Ding va la garder? Est-ce que Ding va continuer à jouer correctement et va peut-être réussir à se relever, ou est-ce que Gukesh va, grâce à son ambition et son envie de bagarre, réussir à prendre la victoire de Ding? Eh bien on va voir ça peut-être dans la ronde 9. C'est parti, Gukesh a les blancs, Ding a les noirs, et Gukesh a déjà commencé avec E4, sur quoi Ding avait majoritairement joué E6, il y a eu D4 qui a été joué, cavalier F3 qui a été joué, et Ding joue ici D4, donc il recommence avec le pion dame, notamment probablement par peur de bouger le pion E, parce que du coup il s'était suivi une défaite avec les blancs à la ronde 1. Ding, il y avait déjà une partie comme ça, la ronde numéro 3. Ici Ding a joué cavalier F6, et dans cette partie Ding recommence, cavalier F6, ce qu'on appelle la défense indienne, très logique. Ding développe son cavalier, empêche la poussée E4 et va ensuite vouloir récupérer le centre avec un coup de D5 si possible. Par exemple, la ronde numéro 3 avait continué ici avec cavalier F3, D5 puis C4, E6, qui avait transposé ici dans un cabinet refusé. Sauf que Gukesh dérive déjà de cette ronde numéro 3, et il va jouer cavalier F3, C4, donc le coup théorique de base, pour vraiment contrôler très bien le centre, empêcher la poussée D5, et il va peut-être vouloir ensuite jouer sur cavalier C3, pour empêcher définitivement la poussée 5, et essayer de pousser ensuite pour la poussée E4. Maintenant, Ding a plusieurs choix. Typiquement, il y a trois choix principaux. Ici, C5 que Ding ne joue jamais. Il y a G6 que Ding a joué, c'est ce qu'on appelle l'Est indienne. Ding, dans ses premières années, était un grand spécialiste de l'Est indienne, qui peut mener à l'Est indienne ou à la Grunfeld avec des 5 très rapidement. Ou alors, du coup, il a E6, ligne principale, qui est la partie, qui est la nouvelle approche des grands maîtres, et qui est aussi celle de Ding par conséquent, où l'idée va être de préparer la poussée D5 avec le pion, ouvrir le fou pour peut-être venir là. Par exemple, ici, une grande ligne théorique sur cavalier C3 serait de jouer fou B4, donc on voit tout le principe, le fou a de la mobilité, comme ça cloue le cavalier, ça empêche E4, et on va jouer D5 probablement bientôt avec le petit roc. C'est une option qui est considérée comme étant l'une des meilleures défenses pour les noirs, donc c'est très logique que les grands maîtres et Ding la jouent. Gukesh ici ne joue pas une ligne principale, ici la ligne principale du coup c'est cavalier C3 pour autoriser la Nimzo indienne, ce qu'on appelle avec fou B4 qui clouerait le cavalier, ou cavalier F3 qui a été qui transposerait dans la ronde 3 ici après D5, et Gukesh dans la ronde 3 avait joué prise. Mais du coup à la place, Gukesh va un peu choquer Ding, et il va jouer G3. On appelle cette ouverture l'ouverture catalane. L'idée est très simple, mettre un fianchetto sur la très forte diagonale, et on verra ensuite. Sauf que c'est très risqué de la part de Gukesh. Parce que Gukesh, il joue catalane ici. Ding est un très grand joueur de catalane. Donc il joue une catalane contre un joueur de catalane, ce qui veut dire que Ding sait comment jouer contre. Et ça va pas louper. Il va jouer fou B4, une ligne un peu bizarre à première vue, mais l'idée c'est que il va vouloir forcer une réaction. Ici c'est un échec, et les blancs doivent bloquer. Aussi, il enlève le fou pour préparer le roc et peut-être la pousser des 5 dans le futur. Globalement, c'est un coup qui ne peut pas tuer. La ligne principale ici, je tiens à le dire, c'est D5 directement, mais on va voir que c'est un peu moins puissant. Après fou B4, du coup, Gukesh a deux choix. Soit il vient bloquer avec le cavalier, probablement en D2, parce que sinon en C3, il proposerait à Ding de prendre et de déflagrationner, d'affaiblir plutôt, on va dire, la structure de pion des blancs, donc ça serait pas intelligent. KD2 peut être intéressant, mais ça bloque le fou, et le fou n'est pas obligé de partir, il est très bien ici. Du coup, Gukesh va jouer fou D2, qui peut paraître comme étant le coup le plus logique. L'idée c'est que si jamais les noirs décident de prendre, il y aurait simplement dame prend D2, et on voit très rapidement qu'il y a cavalier C3, fou G2 qui arrive, avec un énorme avantage de développement. Sauf que c'est là que la magie de la théorie fait son effet. Ding ne va pas prendre le fou. Il va jouer fou E7, un coup très surprenant à première vue. Parce qu'on se dit, ok, mais ici, pourquoi bouger d'abord en B4? Je peux simplement jouer fou E7 ici. Et c'est pareil. Sauf que non. C'est quoi la différence entre cette position et cette position?
Vous l'avez compris, c'est le fou en D2. On a forcé les noirs, les blancs à jouer fou D2. Et ça peut paraître comme un coup intéressant pour les blancs car ils développent le fou, mais ça ne l'est pas. En réalité, dans la catalane, un plan très populaire est de jouer sur Dame C2, Fou G2, Cavalier C3, Cavalier F3, Cavalier D2 et jouer E4. C'est un grand plan de la catalane. Sauf qu'avec le fou en D2, déjà le pion B2 peut être faible. Mais surtout, il n'y a pas cette manœuvre de ici, Cavalier F3, Cavalier D2. Ça va être compliqué de jouer à pousser E4 si le cavalier ne peut pas aller en D2 parce qu'il n'y aura pas assez de défenseurs. Donc on voit toute l'idée. Le fou en D2 bloque un peu les pièces. Aussi, la dame est maintenant déconnectée de la défense du pion D4. Donc ça peut poser problème. Cependant, les blancs ne sont pas perdants, évidemment. La position est relativement équilibrée. Les noirs, eux, ont perdu un tempo pour ça, donc c'est plus ou moins compensé. Et fou G2 est le coup théorique à présent. Ici, les coups de l'ouverture sont très logiques. D5 joué par Ding, cavalier F3 développe, petit roc. Pour l'instant, tout va bien. C6 joué par Ding, il vient simplement consolider et essayer de réduire l'influence du fou en G2. Et ici, plusieurs coups logiques ici. Ici, moi perso, je conseillerais B3 pour des coups pour des joueurs novices de catalane pour vraiment défendre ardument ce pion et lui permettre de tout consolider, ça serait très logique. Mais il décide plutôt de jouer Dame C2, donc utiliser la dame pour défendre ce pion, ce qui est très logique, c'est juste un autre ordre de coup. Cavalier BD7, joué par Ding, qui essaye de mobiliser son cavalier, va vouloir ensuite régler le problème de ce fou qui est complètement passif en jouant B6 et fou B7 ou fou A6 pour lui donner une nouvelle vie. Tour D1 joué par Gukesh, un coup logique et théorique, en général les gens jouent plutôt fou F4 ou B3, mais tour D1 est également très logique. Et B6 joué par Ding, notez que A5 est une approche également possible, mais il joue B6 pour venir simplement ouvrir cette fameuse diagonale pour le fou pour qu'il vienne en B7 ou en A6. Ici, il faut savoir qu'il y a 2163 parties de maître dans la base de données que j'ai. Et après le coup de Ding, après le coup de Gukesh, il ne restera que plus ou moins 10 parties. Il va jouer fou C3, qui est un coup extrêmement rare. En réalité, ici, les deux grands coups théoriques, c'est soit B3, où on va essayer de consolider en jouant fou C3 et réussir à récupérer notre plan de cavalier en D2, où du coup on voit que la poussée E4 reste compliquée, mais les pièces blanches réussissent à s'harmoniser un petit peu mieux. Ou alors, l'autre coup théorique, c'est fou F4, pour simplement améliorer le fou qui était mal placé en D2, et jouer ensuite sur cavalier E5, maintenant défendu par le fou. Le problème, c'est qu'il y a souvent des plans de cavalier H5 qui peuvent permettre de récupérer le fou, ou alors ça force les blancs à le rebouger. Donc du coup, Gukesh a décidé de jouer fou C3, pour partir sur une mise hors de théorie de Ding Liren. Et ici, Ding a plusieurs choix. Ici, 4 coups ont été essayés. Il y a eu fou A3, fou A6 qui a été essayé parfois. A5 a été essayé parfois pour prendre de l'espace et ensuite jouer fou A6 sans avoir peur que le fou soit en l'air. Cavalier E4 a été joué dans une partie opposant le grand maître néerlandais Anish Giri, top 10 mondial, au grand maître américain Hans Niemann. Où ici, Niemann avait fini par gagner le cavalier un très fort avant-poste, et on pourrait peut-être jouer sur une structure Stonewall, ce qu'on appelle avec F5, pour consolider réellement cette case forte. Mais du coup, Ding va réfléchir 19 minutes à jouer son coup. Il va réfléchir autant de temps pour jouer le coup le plus naturel, B7. Le fou est peut-être un peu passif, mais il a un très bon rôle défensif. Déjà, il consolide complètement le centre noir, qui a tendance à être un peu faible sur case noire, et surtout, ça peut permettre aussi de lier les tours, après que la dame ait bougé. Et surtout, ça contrecarre un peu l'activité de ce fou à long terme. Un fou a un peu moins de possibilités d'agir quand il y a l'autre fou qui est sur la même diagonale et qui bouche la vue, on va dire. Mais du coup, après fou B7, Gukesh va simplement se développer. Cavalier BD2, ça défend le pion, et menace peut-être de pousser E4. Et Dame 7 joué par Ding. Cavalier AC1, tour AC1, donc il reste encore une partie, cette fois-ci opposant les grands maîtres Erwin Lamy et Fedorchuk. Donc tour AC1 vient simplement mettre la tour sur la grande colonne, peut-être mettre en place un vis-à-vis dans le futur avec la dame, ça peut être assez dangereux. Ici la partie avait continué tour AC8, un coup très logique pour ensuite jouer dame B8, pour surtout s'enlever de ce vis-à-vis et instaurer son propre vis-à-vis avec la dame blanche. Donc ici, par exemple, la partie aurait pu continuer avec B3, Dame B8, Dame B8,
dame B1 par exemple. Et puis ça continue assez bien, la position est relativement équilibrée. Mais Ding va plutôt jouer tour FD8. Un coup un peu plus bizarre, mais compréhensible, 17 minutes ont été dépensées pour Ding pour cette ouverture, ce coup. L'ouverture, il est très logique, ça active une tour, la place sur une bonne colonne. Mais du coup, ensuite, Gukesh va démarrer les utilités. Il va réfléchir un petit peu, et en fait, il se rend compte que Ding va vouloir probablement jouer C5 au bout d'un moment. Parce que ce fou, ça donne de l'activité à ce fou-là, ça casse complètement le centre, et donc il va jouer B4 avec l'idée de peut-être pousser C5 pour complètement consolider et friser, en fait, geler ce pion en C6, et aussi par la même occasion forcer ce fou à revenir en A6 s'il veut être actif, et ça peut dissuader une poussée C5. Mais Ding, lui, il s'en fout. Il va réfléchir un petit peu, mais il va jouer C5. Et là, on voit que tout est en l'air. Mais ça donne de l'activité à son fou, comme je l'ai dit. Son pion est largement assez défendu, ce n'est pas un problème. Et il menace le pion B4, peut-être. Ici, si les noirs doivent jouer, ici, il y a C prend B4, défendu par le fou, et attaqué seulement par ce fou. Donc il faut être très vigilant. Mais du coup, Gukesh va prendre du pion B. Parce que lui, il est content. Il a réussi à fragiliser le centre noir en prenant d'un pion de l'aile. Mais sauf que Ding, lui, prend aussi du pion de l'aile. Et là, on a une structure un peu plus symétrique, où les deux pions sont en l'air. Et Gukesh doit faire une décision. Est-ce qu'il prend celui-là? Est-ce qu'il prend celui-là? Ou est-ce qu'il fait autre chose? Eh bien, il va réfléchir 18 minutes pour finalement se dire, cette décision est trop compliquée selon moi. Tiens, fais ta décision toi-même. Il va jouer dame B2. Un coup intéressant. L'idée, c'est qu'il va peut-être mettre en place une batterie, ici, il prend la colonne ouverte, et l'idée, c'est que si les noirs venaient à jouer tour à B8, par exemple, il y aurait simplement dame à 1, où du coup la dame est hors de danger, elle est assez active, même si elle est au coin, et globalement, ils n'ont aucun problème, ici les blancs. Mais du coup, Ding va dépenser encore une fois 18 minutes, c'est que 10 minutes, et il va jouer cavalier B6, coup très logique, meilleur coup de l'ordinateur, pour venir simplement mobiliser le cavalier en jeu, tape ici un peu plus sur le pion C4, ouvre la tour, globalement c'est un coup d'amélioration qui est très logique. Fou A5 joué par Gukesh, quasiment instantanément, il veut jouer sur le cloage et ici sur le cavalier pour empêcher prise, parce que du coup il y aurait prise et le cavalier ne pourrait pas récupérer. Mais Ding, lui, après 20 minutes de réflexion, il va jouer des pensées. Très logique, ça ouvre la tour, ça ouvre le fou. Globalement c'est le coup qui améliore le plus les pièces, quitte à donner un peu de centre. Cavalier prend C4. Ici, Ding a plusieurs choix. Le choix de loin le plus impressionnant, il n'a pas joué ça dans la partie, mais il aurait pu prendre le cavalier. Avec l'idée que déjà, si jamais les noirs prennent ici la dame, il y aurait simplement cavalier prend dame, attaquerait la tour, et on voit que les noirs gagnent du matériel. Ici, par exemple, après fou prend tour, il y aurait simplement tour prend fou, et du coup on aurait gagné 2 pièces mineures pour la tour. Et si jamais il prend plutôt le cavalier, pour se dire ok, mais du coup, maintenant tu peux plus prendre ma dame, maintenant on prend le fou. Et après, dame prend fou, le fou était en l'air, il y aurait dame prend pion, dame prend fou, dame prend tour, cavalier E5, dame prend pion, dame prend pion, et même si les noirs ont du matériel en plus, après roi H8, fou F3 par exemple, c'est vraiment compliqué à défendre, et ici, la position est égale. Bizarrement, parce qu'il y aura en fait du dame prend E6 et cavalier F7 avec des menaces de mat de l'étouffée. Donc on voit que c'est quand même vachement intéressant, l'approche cavalier prend C4 ici, qui est quand même incroyable. Mais Ding va décider de plutôt jouer solidement, et il va jouer fou prend cavalier pour renouveler la menace, où du coup il n'y aurait plus dame prend fou. Mais là ça laisse le temps à Gukesh de prendre le fou, le cavalier. En réalité, s'il prenait le fou, là il y aurait le même problème, c'est-à-dire cavalier prend C4. Et ici maintenant c'est différent. Déjà si on prend le cavalier, il y aurait simplement fou prend fou, et après fou prend tour, il y aurait tour prend tour, et on a gagné 2 pièces mineures pour la tour. Ensuite, si jamais il vient à la place prendre la dame, s'il vient à la place prendre la dame, du coup on va prendre la dame aussi. Et après fou prend pion, fou prend tour, il y aurait fou prend tour, tour des 2, cavalier à 4, encore une fois on a gagné 2 pièces mineures pour la tour, ce qui est légèrement mieux pour les 2 pièces mineures. Donc on voit qu'ici, Gukesh a de la chance entre guillemets, c'était calculé, mais il a de la chance d'avoir fou prend cavalier, parce que là, ça gagne un tempo sur la dame, et ça réussit
à régler le problème de cavalier, prend C4 du coup. Et ici, après A prend B, fou prend fou, tour A6 joué par Ding, ici l'idée c'est que le fou attaquait la tour, un coup comme cavalier D5 est intéressant, mais il faut être prêt à sacrifier du matériel, après 7 par 1 par exemple. Ou ici, cavalier prend D5 est intéressant, les blancs gagnent du matériel, mais les noirs ont quand même énormément d'activité, et ça peut s'avérer intéressant. Mais il n'a pas joué ça évidemment, Ding est plus solide et il va jouer tour A6, un coup logique pour défendre le pion et s'enlever du viseur du fou. Et ici, le coup le plus naturel de Gukesh aurait été cavalier E5, c'est pas le coup qui a été joué. L'idée étant d'instaurer le vis-à-vis avec la dame avec la tour, et on va simplement jouer sur roi G2, tour C6 défendu par le fou, et essayer d'échanger les pièces fortes des noirs contre les pièces faibles des blancs, et c'est intéressant. A la place, Gukesh va vouloir être très agressif, et il va jouer dame B5, il va sacrifier le pion A que Ding prend, il n'a pas vraiment le choix, il ne peut pas défendre parce qu'ici le fou contrôle la case, donc sa force tour prend A2 pour ensuite se venger sur le pion B et créer au noir un pion isolé. Notez aussi que le pion ne peut pas prendre parce que la dame serait en latte arrière, donc le pion isolé l'est réellement. Mais sauf que là, Gukesh a loupé un coup. Et après le coup de Ding, il va réfléchir 31 minutes pour répondre. Ding va jouer le magnifique dame A7. Et là, Gukesh, il va réfléchir du coup, comme je vous l'ai dit, 31 minutes. 31 minutes, il lui restait plus ou moins 1h20, il va finir avec 50 minutes à la pendule. Tout ça parce qu'il a loupé qu'après D prend C5, il y aurait eu tour prend tour, tour prend tour, et tour A5. Qui vient gagner en fait le pion de retour, et la position est complètement égale. Donc il va réfléchir pour trouver un autre plan, il va trouver dame B1, qui est un coup logique et assez ambitieux, avec l'idée que si jamais maintenant les noirs prennent pour se débarrasser de leur pion isolé, il y aurait cavalier C8 qui gagne du matériel parce que la dame est surchargée, elle est occupée à la défense de la tour et à la défense du fou. Évidemment les noirs ne peuvent pas vraiment récupérer le cavalier parce que tour prend tour et ici on gagne une qualité. Donc ici ils doivent bouger la dame, et après dame A3 il y a simplement cavalier prend tout. Et après dame prend cavalier, il y aurait dame prend tour parce qu'il n'est plus défendu et on a gagné une tour. C'est ça l'idée de Ding, de Gukesh, après dame E1. Mais Ding il le voit, il va jouer tour B8, pour venir simplement ajouter de la pression sur le cavalier, ici le coup est forcé, le cavalier est attaqué, on ne peut pas le bouger, parce qu'il y aurait simplement tour prend dame qui gagne du matériel. Donc ici, Gukesh va jouer D prend C5 pour défendre le pion avec le cavalier avec le pion. Tour A6, attaque le cavalier, met encore pression et menace fou prend C5 pour se débarrasser du défenseur du cavalier. Et en réalité, ici, en fait, Gukesh ne peut pas y défendre. Et il va réfléchir 25 minutes, où il lui restera 22 minutes à la pendule, mais il ne trouvera pas d'idée pour empêcher cette tactique des noirs, parce que c'est indéfendable. Et il va plutôt jouer dame B5 pour essayer de dissuader les noirs de le faire en défendant un peu tout, mais Ding s'en fout. Et il va jouer fou prend C5 qui sacrifie entre guillemets le fou, mais qui gagne un pion parce que du coup le cavalier n'est plus défendu à la fin de la variante. Et surtout si jamais les blancs bougent simplement leur cavalier, il y aurait peut-être fou prend pion ici en F2 qui pose problème. Donc ici, Gukesh n'a pas le choix, il doit récupérer le fou. Et après, dame prend fou, dame prend dame, tour A prend B, l'idée c'est que si jamais il y a prise, il y aurait ça. D'ailleurs, juste petit aparté, après dame prend cavalier, si jamais il y avait dame C8 qui peut paraître comme étant un bas du couloir, l'idée c'est que s'il y a là, il y a la tour qui défend, bah là il y a cavalier E8 qui défend tout, et il n'y a pas de mat. Et la dame est attaquée, donc ils vont devoir la bouger. Donc ici, dame prend dame est plus ou moins, et pas forcé, mais il laissé jouer par Gukesh, qui accepte de faire nul contre le chinois. Mais c'est pas fini comme on va le voir. Tour C6 joué par Gukesh, donc en gros il vient proposer nul à Ding avant le 40e coup, Ils ne peuvent pas proposer nul avant le 40e coup, là on est au 27e coup. Donc tour C6, Gukesh décide de simplement essayer d'échanger les pièces, parce qu'il se rend compte que c'est impossible de gagner. Ding accepte et il va jouer G5. Il prend de l'espace et menace peut-être G4. Roi G2 joué par Gukesh, il active son roi, tour B2, et là il y a un petit piège.
Déjà, moi j'avais pensé à roi F3. Mais après, G4 échec, roi E3, c'est intéressant, le roi est actif, mais le pion en H2 est quand même vachement faible. Donc c'est un peu affaiblissant, c'est quand même une partie nulle, mais c'est affaiblissant. Jouer un coup comme E3 pour simplement défendre le pion en le bougeant, perdrait sur le champ après cavalier G4, très bon coup. Là ici, le pion F2 est en l'air, on peut se dire ok, mais je vais simplement le défendre avec tour F1, mais il faut garder à l'esprit que ce pion est cloué et que là il y a cavalier prend E3 qui gagne la tour. Enfin, qui gagne au moins la qualité. Et gagner une qualité et un pion dans cette finale est complètement gagnant. Donc ici, Gukesh va réfléchir un petit peu, mais il va finalement jouer roi F1, défend simplement le pion. Ici, G4 aurait pu être pas mal pour créer des faiblesses sur la case H2, mais ça aurait pas été fatal, hein, le roi est assez proche pour la défendre. Mais du coup, il va plutôt jouer roi G7, logique, et là maintenant, H3 empêche le coup G4 et la création de faiblesse. H5, je parding, tour A1, donc il fait un coup qui est un coup d'attente en soi. Tour C2, il attaque le fou, Gukesh le déplace en B5, tour C5 attaque le fou, il le déplace en D3, cavalier D7, l'idée étant de venir en E5, et là, Gukesh va faire un coup intéressant, F4, pour empêcher cavalier E5. Certains maîtres étaient un peu choqués avec ce coup, mais personnellement, je trouve qu'il est complètement naturel. Hein. Après, je suis seulement 1900, donc honnêtement, voilà, hein, ma parole ne vaut pas énormément. Mais pour moi, ce coup est parfaitement logique. Il vient attaquer le pion G, peut-être menacer la création d'un pion isolé, et surtout empêche en effet cavalier 5 qui serait dangereux parce que ça viendrait échanger le fou. Ici, Ding va simplement récupérer le pion. Prise, et tour C3. Du coup, il va venir simplement essayer d'activer la tour, sur quoi Gukesh active son roi avec roi F2, cavalier C5. C'était aussi l'idée de tour C3 pour libérer la case C5, et du coup ici le fou est en l'air. On pourrait penser que Gukesh a déplacé peut-être le fou, mais il ne peut pas, parce que s'il le fait, le pion H3 tombe, donc il doit le donner. Et ici il va le donner en jouant roi E3. Donc il autorise Gukesh à Ding à partir dans cette finale, où du Gukesh a 3 pions isolés, donc il est légèrement un peu affaibli, où Ding est celui qui joue pour la victoire, mais la finale est objectivement nulle. Et on va le voir, en fait, Gukesh, à partir du moment où il a joué, en fait, ce coup-là de roi, il avait tout calculé. Cavalier C5, roi E3. Prise, prise. Tour C2, d'accord, je viens en F3. Je vais me diriger vers la case G3, comme ça, si jamais tu joues sur du tour H2, j'aurai roi G3 pour défendre le pion et attaquer tes tours. Tour D2, je me venge sur ce pion, avec l'idée de jouer sur roi E3, il y aurait tour H2 et je viens taper ton pion. Oui, mais là, maintenant, j'ai tour A3. Défendre le pion, tout simplement. Roi G6, j'active mon roi, tour B3. Ici, je ne peux pas progresser avec les blancs, donc je vais simplement essayer de consolider. De toute façon, je n'ai aucun intérêt à bouger mes pièces. F6, je vais partir. L'idée, c'est que si jamais il jouait sur roi F5, il y aurait tour B5 qui forcerait le roi à revenir en arrière, sur quoi il y a simplement tour B3 qui répète la position. Donc il va venir préparer roi F5 en jouant F6 pour autoriser la poussée E5. Tour A3, il n'a pas grand chose à faire. Roi F5. Tour A5, E5. C'est l'idée de Ding. Il veut simplement permettre le blocage du pion. Prise, prise. Enfin, prise, ici, Gukesh prend le pion, et Ding va essayer de créer des complications en prenant le pion sur échec. Et on peut se dire, ok, mais là, Gukesh perd un pion. Et c'est vrai. Mais c'est pas important. Il va jouer roi E2 pour attaquer la tour, ce qui force plus ou moins tour prend H3. Et là, maintenant, pion prend pion, sur échec, attention, la tour fait un échec à découverte. Force, roi prend pion, hein, sinon on sait pas trop ce qu'il fait. Et maintenant roi F2. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finale, les pions de l'aile font rarement une victoire. Sauf s'il y a des conditions bien précises. Mais ici, c'est un pion de l'aile. Le roi est très proche. Il faut savoir que Ding a aussi une tour. Globalement, c'est parti nul. H4, je pars Ding, qui essaie de le pousser, logique. Roi G2. Tour G3, roi H2. Le roi réussit à s'infiltrer devant le pion. Et ça va être compliqué de le pousser. Roi G6, joué par Ding. Tour B5. L'idée, c'est que Ding ne pourra jamais passer en réalité, parce que la tour fait une muraille. Donc ici, Ding essaye de casser cette muraille en jouant tour G5, mais Gukesh s'en fout, et il va jouer tour pour G5. Roi pour G5, roi H3. Et ici, Ding a choisi de repartir en arrière avec le roi et de simplement donner le pion, et ici, la nulle a été signée par insuffisance matérielle. Donc ici, c'est une nulle. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été plus combatif? Si jamais il avait joué par exemple roi H5. Bah ici ce qui se passe, c'est qu'après par exemple roi H2, là comme ça je vais faire des coups très logiques, hein, ici c'est une finale nulle théorique. Ce qui se passe c'est qu'à la fin de la variante, ici, cette position est un patte, parce que le pion prend la dernière case, le roi prend la dernière case, et ici le roi n'a aucune case légale, donc c'est un patte.
Et, du coup, peu importe ce que les noirs faisaient, c'était partie nulle, et c'est pour ça que Ding a simplement décidé, après roi H3, de donner le pion avec roi F6 et de simplement mettre un terme à la partie, parce que c'est inutile de continuer. C'est un grand maître, hein, Guy Kech, donc il ne va pas laisser les noirs faire dame. Et donc c'est une belle nulle, je trouve. Elle est pas, j'arrive pas à aller jusqu'à dire que c'est ennuyant. Je trouve que c'est positionnel, soit, mais c'était très précis. Il n'y a eu aucune faute des deux côtés. C'est une vraie partie de championnat du monde, je trouve. Et pour une fois, ça fait plaisir dans ces parties qui ont des erreurs de partout. Ici, il n'y a aucune imprécision. Juste Guy Kech, le coup le plus imprécis de la partie, pour vous dire, c'est le coup Dame B5, ici, qui avait joué Guy Kech juste là. Ici, le coup Dame B5 ici, qui avait été... Non, pas ici, en fait. 2 secondes. Dame B5, voilà, ici. Dans cette position, il avait joué Dame B5, et c'est le coup le moins précis, en réalité, de la partie, qui passe de plus 0,5 à 0. Donc, pour vous dire, c'est vraiment très très précis. Et il me semble que l'ordinateur dit que c'est à 98% de précision, d'ailleurs, comme ça. Mais c'est une très belle partie, je trouve, hein. Très belle partie qui sort en nul, hein. En réalité, c'est une partie quasi parfaite, donc c'est normal que ça se solde en partie nulle. Avec une ouverture risquée de la part de Guy Kech, qui joue dans le terrain de Ding, et Ding qui, lui, nous sort une masterclass, hein, malgré sa prise de temps qui était énorme au début de la partie. Il a quand même, il était à 32 minutes restantes au 22e coup, je crois, un délire comme ça, donc c'est vraiment très très chaud. Mais il a fait une belle partie, et la nulle est sauvée. Aujourd'hui, c'était le jour de repos, hein, pour les joueurs, donc demain, c'est la ronde 10. Les deux joueurs sont à 4 points et demi. Est-ce qu'un des deux joueurs va réussir à prendre l'avantage à nouveau, j'ai envie de dire, Guy Kech, est-ce qu'il va réussir à reprendre l'avantage, ou est-ce que Ding va sortir sur un avantage et faire une remontada et reprendre l'avantage lui? Ou est-ce que ça va faire que des nuls et on va finir sur des départages en rapide? On verra ça lors de la suite de ce championnat. Je vous dis à demain pour la ronde 10. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.